Je sais pas ce que ça vous évoque personnellement, mais Manchester United, Manchester City, ça m'évoque toujours de très très bons souvenirs. Et ce match-là, je pense pas qu'il va déroger à la règle, puisque deux équipes qui ont eu des résultats dernièrement assez opposés. City, par exemple, qui s'est qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions, tandis que United a connu des gloires assez mitigées, voire très très en dessous des réalités. En tout cas, ce podcast va parler du derby de Manchester entre City et United. Et pour en parler avec moi, je vais avoir le plaisir une nouvelle fois d'accueillir Geoffrey. Salut à toi. Salut. Bah oui, toujours un plaisir de venir pour temps additionnel et puis pour débriefer sur une équipe en particulier ou sur le championnat anglais de manière générale. Donc c'est toujours un plaisir de venir. Et toujours un plaisir de t'accueillir ici, Geoffrey. Donc, comme je le disais en tout début d'émission, fortune diverse en ce moment pour les deux Manchester. Donc, je l'ai rappelé, mais je vais le rappeler une nouvelle fois pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie des Red Devils. City qualifié, qui était déjà qualifié depuis un moment, mais a enfoncé le clou face à Marseille. Un bisou aux copains de la commanderie. Victoire 3-0. Ce qui était déjà acquis dans les têtes de tout le monde. Et United, c'est un peu différent. C'est un peu le chemin inverse. Premier au début de la phase, à la fin de la phase aller. Troisième à la fin de la phase retour. Avec deux défaites en prime face au PSG et face à Leipzig. Ça fait mal quand même ce bilan de fin de parcours pour United. Ça fait très très mal. Ça a pas mal un petit peu remué dans les bronches, dans le sens où c'est vrai que même si United était dans un groupe quand même assez compliqué avec le PSG, avec Leipzig qui prend de plus en plus de place sur la scène européenne, déjà chez lui où c'est devenu une valeur sûre, mais aussi sur la scène européenne. Moi j'avais aussi ce sentiment de toute façon même après la 4e journée, quand le club était premier avec 9 points devant le PSG et Leipzig avec 6 points. Je me suis dit, là, le club va accueillir le PSG et se déplacer en Allemagne. Il n'y a rien du tout qui est fait. Et United peut très bien s'en sortir avec 2 défaites. Et puis, ça n'a absolument pas loupé. Et en fait, finalement, il y a tout eu dans ces 2 matchs où United s'est fait bouger à chaque fois d'entrée de match contre les 2 équipes. Après, essayer de répondre face au PSG est revenu, mais ensuite loupé, je ne vais pas dire un immanquable, mais ça ressemble quand même. Et puis une énorme occasion qui change peut-être après la fin du match et aussi le sort de sa qualification. Et puis le match à Leipzig où là, ça a été du grand n'importe quoi du début à la fin, parce qu'ils reviennent à 3-2 en 3 minutes dans les 10 dernières minutes, mais on se demande un petit peu comment. Et de toute façon, il n'y avait pas finalement de temps de regret de ça, dans le sens au niveau de ce match, je pense, mais au niveau par contre de la qualification, oui, ça un énorme, on va dire que c'est un énorme coup d'arrêt dans la saison. C'était probablement le match face à Leipzig, le match le plus important de ces 6 premiers mois. Enfin, ces 6 premiers mois, depuis ces 3 premiers mois, puisque la saison a commencé un petit peu plus tard que prévu. En tout cas, de fin de 2020, ça c'est sûr. Et hâte de voir comment l'équipe va rebondir face à Manchester City, qui n'a pas eu de soucis dans ce groupe, ce qui était forcément à prévoir. Et même avec une équipe quand même assez remaniée, où il a pas mal fait bouger Pep Guardiola, ça a été encore assez tranquille face à l'OM, face à un OM qui devait en plus jouer pour la qualification pour l'Europa League, ouais. Hâte de voir comment United va répondre, parce qu'en plus United avait joué ce match forcément à fond, avec quand même des valeurs sûres, alors que forcément City a pu faire tourner et reposer ses cadres. Donc à voir comment un petit peu va se dégoupiller tout ça, mais c'est sûr on attendra forcément aussi United pour répondre, et puis voir City, parce qu'ils sont quand même dans une pente assez ascendante en ce moment. Alors oui, le début de saison de City, tu l'as dit, n'était pas forcément au niveau des attentes. Là, on est sur une pente ascendante, comme tu le disais. C'est un match qui va être assez dur à pronostiquer. D'ailleurs, en fin d'émission, comme toujours avec notre partenaire BetClick, on va parler des différents paris qu'on pourrait faire sur ce match. Mais pour revenir à cette confrontation, j'aimerais qu'on parle quand même encore un petit peu de United, si tu veux bien, Geoffrey. Moi, je trouve que il y a quand même du gâchis sur le parcours de United.
que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat, même si pour le moment en championnat, on peut pas forcément parler de gâchis dans le sens où il y a que 10 journées de jouer pour United. United est 6e à 3 points seulement, même à 2 points du top 4. Avec un match de retard aussi, faut pas l'oublier. Mais dans le jeu, j'ai l'impression que c'est pas forcément sur les attentes, enfin du moins sur les, je saurais pas comment dire ça, mais plutôt sur le contenu qu'on avait là en fin de saison dernière. Je trouve un United, et j'ai vu ça surtout sur le match du PSG, un peu moins haletant que lors de la saison dernière, que ce soit sur le Final 8 de la Ligue Europa ou sur la fin de saison en Première Ligue, qui leur a permis d'ailleurs d'accrocher cette Ligue des Champions. Je ne sais pas comment tu perçois la situation, toi, par rapport à cette fin de saison de l'année dernière. Oui, non, mais c'est ça. Déjà, il faut rappeler que donc ils avaient fait un très bon restart. C'était la seule équipe invaincue en première. Bien sûr, ouais. Même si vers la fin, on va dire, lors des 3-4 dernières journées, on voyait quand même que l'équipe commençait à s'essouffler. C'est normal. Solskjaer mettait toujours quasi le même 11 de départ et faisait très peu de changements parce qu'il n'avait pas confiance en son banc, tout simplement. Et là, finalement, ouais, on voit que il n'y a pas une osmose qui s'est remise en route. C'est-à-dire que c'est devenu maintenant une équipe à réaction et pas d'anticipation. En fait, à chaque fois, on le voit dans ces matchs, United a plus de 80% lors de ce nouveau début de saison a encaissé à chaque fois le premier but et s'est retrouvé mené au score. Donc là, il y a un problème un petit peu d'entame de match. Et de toute façon, j'ai l'impression que le match face à Leipzig a été un petit peu le symbole de tout ça. À chaque fois, on l'a vu de toute façon contre West Ham le week-end dernier en Première Ligue où ils étaient menés à la mi-temps. Face à Southampton aussi, face à Crystal Palace également. Voilà, il y a un gros problème. Et alors à l'extérieur, ça va parce que ils arrivent, je sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. Ça fait 9 matchs de suite. C'est la meilleure équipe à domicile en première ligue. À l'extérieur, pardon. Et puis à domicile, par contre, c'est un peu la Bérésina. Alors certes, oui, tout le monde a un peu logé à la même enseigne avec les spectateurs qui manquaient, même s'ils commencent un petit peu à revenir dans certaines zones. Mais ça, c'était clairement pas une excuse. Et c'est ce que parfois Solskjaer avançait dans le sens où oui. Nos supporters nous manquent. Si la tribune avait été remplie, on aurait eu ce but mais bon, tout le monde est logé à la même enseigne, donc je vois pas pourquoi il sortirait plus ça. C'est plus un peu un discours de circonstance et une justification qui tient pas la route pour moi. Mais oui, c'est surtout au niveau du jeu. Cette équipe est ultra dépendante de Bruno Fernandes, du rendement de Bruno Fernandes. Alors, il est toujours bon, Bruno Fernandes, mais forcément, il y a des moments où il est un peu de moins bien et je pense qu'on lui en demande beaucoup trop. Et il peut pas non plus à chaque fois tout faire tout seul. Et quand il va pas forcément bien, en fait forcément il force. Donc là, United n'a plus trop de solutions et ça devient un peu sur le terrain complètement un peu du bricolage et l'équipe qui sait pas du tout quoi faire avec le ballon. Et ouais, c'est un réel souci. Et pour l'instant, il y a pas vraiment de solution. Alors Solskjaer s'en est toujours bien sorti jusqu'à présent, où même s'il y a des coups de moins bien, il arrive toujours à gagner, même sans forcément la manière, le match. Pas qu'il le sauve, mais en tout cas qui permet d'atténuer encore la pression médiatique sur lui et sur le club. Et tu vois, par exemple, pour le match de samedi, avec la grosse désillusion face à Leipzig en Ligue des Champions, limite, ça ne m'étonnerait même pas qu'il gagne samedi, tu vois, pour dire, ah bah tiens, le club a été éliminé, mais on aurait pu, l'équipe continue toujours à marcher en première ligue, mais même en première ligue, c'est pas suffisant. Sur la longueur, déjà, personne ne voit United déjà lutter pour le titre, ça c'est une certitude. Mais même pour le top 4, pour moi, si les choses ne changent pas, ça risque d'être très, très, très compliqué, et même pour une place européenne tout court, parce que il y a énormément de très, très belles équipes cette année. Donc, c'est que il y a vraiment un problème, que ce soit un problème tactique, un problème de niveau des joueurs, un problème d'engagement des joueurs. Et puis au-delà de ça, mais là, il faudrait vraiment plus d'une heure de podcast pour en parler, mais un problème structurel. Alors, moi, justement, j'avais une question. Après, on parlera quand même un petit peu de City. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que Solskjaer a sauvé sa tête du fait justement de cette fin de saison de United, puisqu'on sait très bien que United n'était pas non plus une équipe hyper flamboyante avant l'arrêt des championnats. Mais le fait que United ait eu cette série lors du restart
et on a bénéficié aussi sur ce début de saison. Mais il y a quand même quelques critiques qui sont faites sur Solskjaer, notamment le match face à West Ham où il a été beaucoup critiqué. Cette deuxième partie de phase de poule de Ligue des Champions où il est beaucoup mis en cause. La gestion du cas Pogba également, dont j'aimerais avoir ton avis aussi sur le cas Pogba. Est-ce que tu trouves que c'est le parfait responsable pour la situation actuelle à United ? Quand tu parles de Ole Gunnar Solskjaer ? Ouais. Le problème, c'est qu'il est pas tout seul, parce que après, par exemple, sur le terrain, un mauvais contrôle, un mauvais placement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est lui qui fait les choix. C'est-à-dire que y a certaines de ses compos, par exemple, qui étaient discutables. Ah bah complètement. Hier, j'ai pas compris sa défense à 3 ou à 5. Par exemple. Oui, voilà. Mais j'ai pas trop compris, surtout face à une équipe de Leipzig, en plus qui presse quand même pas mal, ce qui est un petit peu le schéma de jeu de Nagelsmann, comme un peu celui de Guardiola, et surtout en plus qui jouait en plus avec un faux neuf. Dani Olmo n'est pas du tout un attaquant de pointe, il était complètement libre devant, et j'ai pas compris en fait ce parti pris là de mettre de bétonner comme ça, et puis de pas avoir finalement ce lien au milieu qui se crée assez naturellement. D'habitude, il sort toujours ces sortes de schémas tactiques lors de très 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 gros matchs, mais face à des équipes aussi qui mettent énormément de pressing, où c'est quand même assez fluide. Alors c'est vrai que ça l'est aussi du côté de Leipzig, mais comme United devait aussi ne pas chercher le match nul, même si avec un match nul ils étaient qualifiés, je comprends pas cette tactique beaucoup trop prudente. Et ça s'est vu de toute façon dès les premières minutes, où même Maguire à la fin du match, il a dit oui que pendant les 20 premières minutes, l'équipe n'a pas existé. Mais le dire, c'est très bien, mais c'est quand même grave aussi à chaque fois de dire ça, que match après match, finalement, ça se répète. Et pour Solskjaer, oui, clairement, la fin de saison dernière et la place dans le top 4, déjà, ça avait un petit peu sauvé sa tête, parce que s'il n'avait pas fini en Ligue des Champions, je ne pense pas, sachant qu'il y avait aussi une saison blanche, avec la Ligue Europa et les 2 coupes aussi nationales, je pense pas que ça aurait évidemment suffi. Il faut absolument le top 4, et c'est vrai que ce run à la fin lui a permis de continuer. Mais là en fait ça va être jugé à la fin de la saison, et je le vois pas en fait être débarqué en cours de saison, tout simplement parce que c'est pas du tout c'est pas du tout le fonctionnement de United. Avec Sir Alex Ferguson, tu sais, il y a eu 27 années où c'était absolument magnifique, et même ils n'étaient pas habitués à prendre des décisions, on va dire, à la va-vite. Ça s'est passé aussi pour Moyes. Van Gaal, il a été limogé que quand la saison s'est terminée. Pareil pour Mourinho, où là il y avait eu vraiment beaucoup d'antécédents, et là pour Solskjaer, sachant qu'il a aussi un statut dans le club, pas forcément une légende, mais d'une personne qui a énormément compté en tant que joueur, ça va être plus compliqué. Et même si ça continue, je pense, à plonger, alors après, si c'est vraiment cataclysme ou si les défaites s'enchaînent, mais je vois le club finir quand même avec lui, même s'il n'y a aucun trophée au bout. Et par contre, s'il n'y a pas de place dans le top 4, là par contre, je pense que ça sera la fin. Mais il y a aussi le fait du coronavirus, et puis la situation des clubs. Et c'est ça aussi ce qui empêche les clubs un petit peu d'agir contre un entraîneur qui n'arrive pas à mettre un petit peu la main mise sur son équipe au niveau des résultats. Et ça va coûter très très cher. Donc je ne pense pas qu'United peut se le permettre. Alors, pour parler d'autres choses, on a donc l'équipe d'en face qui est Manchester City. Manchester City qui a eu un début de saison plutôt compliqué, qui a longtemps été en deuxième partie de tableau sur les premiers matchs, mais qui commence un petit peu à relever la tête. Alors, c'est pas encore le Manchester City qu'on a pu connaître, notamment sur les 2 dernières saisons, mais il y a du mieux, sans pour autant sauter au plafond. Alors, déjà, une chose, est-ce que tu as pu les voir jouer récemment, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les hommes forts actuellement de côté Citizen ? Je regarde tous les matchs, donc il n'y a aucun souci sur ça. Oui, c'est un peu une question rhétorique là, que je viens de poser. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, je ne veux pas forcément parler de la Ligue des Champions, puisque la Ligue des Champions, ça s'est déroulé absolument tranquillement. Il n'y avait pas vraiment eu d'adversité, ce qui leur a permis d'être premiers assez tranquillement. C'est plus en championnat, ils ont commencé doucement, c'est-à-dire de pas forcément de trouver
de trouver la bonne alchimie. Pourtant, ça restait quand même du pur Guardiola dans le texte, mais les équipes arrivaient quand même à un petit peu à contrer ce style de jeu. Voilà, il y a eu des matchs nuls, je pense notamment celui à West Ham où ils sont menés à la mi-temps. Et c'est vrai qu'ils avaient le ballon, mais ils en faisaient quasi rien. Et il a fallu la rentrée de Phil Foden pour un petit peu animer ce City amorphe. Mais ouais, après il y a eu après la trêve en octobre. Le début un petit peu le décollage du Manchester City de Pep Guardiola tel qu'on le connaît. Et là, ouais, ça enchaîne bien. Il y a eu la victoire à Burnley 5-0, décroché évidemment de manière hyper facile. Il aurait pu avoir 3 ou 4 buts de plus aisément. Là, face à Fulham, il y a eu 2-0, mais on sentait que City pouvait en mettre largement plus. C'est pareil, on voyait qu'il gérait à la fin. Alors que bon, finalement, il n'y avait pas non plus, un match à haute pression face à l'Olympique de Marseille. Bon, on voyait que ça gérait plus, mais c'était de manière fait intelligente. Mais oui, non, ça y est, City est revenu, je pense, le fameux City qu'on connaît de Pep Guardiola. On pensait que Pep Guardiola, justement, s'essoufflait un petit peu en première ligue, et à juste titre d'ailleurs. Mais il y a eu aussi cette prolongation de contrat qu'il a signé. Donc ça permettait aussi maintenant aussi de voir un peu sur le plus long terme, parce son contrat finissait à la fin de la saison. Donc là, on voit que Guardiola est engagé jusqu'en 2023. Et ça permet à City, on va dire surtout pas lui, de travailler de manière plus sereinement et au niveau du board. Et puis on voit que ça marche. Après, au niveau des hommes forts, c'est toujours un petit peu les mêmes. Si je dois en sortir un, même s'il n'y a pas que lui, mais c'est Kevin De Bruyne qui est absolument sensationnel. Face à Fulham, ça reste Fulham, ça c'est sûr. Mais il a des ouvertures, des passes millimétrées, des décalages. Même son jeu sans ballon est absolument exceptionnel. Et c'est absolument phénoménal. Mais pour parler de joueurs un petit peu moins connus, il y a toujours, même devant, ça va très bien avec Mahrez, Gabriel Jesus qui fait toujours un petit peu le taf, même si il remplacera jamais Sergio Agüero, ça c'est sûr, mais il fait le taf. C'est surtout derrière la bonne satisfaction de Ruben Dias qui est arrivé. Moi, je me suis dit, Manchester City a encore dépensé énormément, 68 millions d'euros, ou même plus de 70, je ne sais plus. En tout cas, c'est dans ces eaux-là, pour un défenseur central. Est-ce que finalement, ça va être lui qui va aussi stabiliser cette défense centrale ? J'en étais pas convaincu, mais pour l'instant, alors il vient d'arriver, mais il y a quand même des belles promesses, et puis son entente avec Emery Laporte aussi est vraiment pas mal. On sent qu'il s'est mis vite dans l'impact du football anglais, en tout cas quand ça joue en Première Ligue. Donc j'ai trouvé que c'était pour l'instant, en tout cas, une belle trouvaille, et il s'immisce quand même assez bien dans cette défense-là. Toujours Phil Foden aussi, absolument excellent. On retrouve un petit peu aussi un Ilkay Gundogan qui prend aussi de plus en plus de responsabilités qu'il en avait peut-être aussi avant. Donc ça reste un petit peu toujours les mêmes, mais oui, si on doit en choisir un, ça serait pas nouveau, ce serait toujours Kevin De Bruyne. Ouais. Alors, ce match, donc, il aura lieu ce samedi à Old Trafford. Donc, on l'a dit tout à l'heure, malgré l'absence de supporters, d'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça, on croit au Gunnar Solskjaer, mais United est la 14e équipe de Première Ligue, mais va affronter la 12e équipe à l'extérieur de Première Ligue, qui est Manchester City. C'est pas des équipes là du coup qui sont sur des terrains assez confortables. United reçoit mal, City se déplace assez mal cette saison. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match de piètre qualité du coup ? Je pense pas. Il y aura quand même de la qualité sur la pelouse. Je pense pas. Et puis il y a dans ces matchs-là quand même aussi à forte pression. Il y a toujours du spectacle. Après, il y aura surtout beaucoup de pression, et surtout de la part de United, parce que ça a été quand même un vrai coup d'arrêt cette élimination, et puis il faut aussi de jouer le jeudi soir, parce qu'il y a aussi l'élimination, mais est-ce que l'équipe sera capable aussi de la gagner, cette Ligue Europa ? Moi pour l'instant je ne le pense pas, mais en tout cas oui, ça sera un match à forte pression en fin d'après-midi. J'ai eu la chance, il faut se rappeler que le Manchester United Manchester City, c'était le dernier match avant l'arrêt des championnats et avant le lockdown. C'était le 8 mars, j'y étais, et en fait on voyait vraiment aussi l'importance qu'il y avait même si Old Trafford n'est pas le stade évidemment le plus connu en termes de pression et de support, mais on voyait qu'après l'ouverture du score de Martial, que le public était complètement derrière, et ça avait aussi sa part
ça part de responsabilité dans le résultat final où United avait gagné 2-0 et qui était un résultat très important pour la course à cette 4e place pour pas se laisser décrocher. Mais là, finalement, oui, il n'y en aura pas puisque Manchester United est situé en zone 3, donc toujours match à huis clos. Enfin, Manchester, pas de supporters. Ouais, donc pas de supporters. Et non, ce sera forcément une très très grosse pression. Je ne pense pas. Ou alors, enfin, si Solskjaer continue dans sa défense à 3 ou à 5, j'aurais pas trop compris parce qu'il faut vraiment que Manchester United prenne les choses en main. Et ce sera surtout intéressant de voir le début de match de Manchester United par rapport aux autres où en fait à quasi chaque match il avait raté son début de match. Soit il était mené ou soit il n'était pas mené, mais c'était tout comme, je veux dire, l'équipe se faisait balader. Donc là aussi, ça sera un très très gros point à regarder. Bah écoute, on va regarder ça avec attention. Alors, concernant la rivalité, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans ce domaine-là, la rivalité historique entre les deux équipes. Alors, on a sorti du coup en même temps que ce podcast un autre podcast parce qu'il y a le derby de Madrid aussi ce week-end en Liga. Et on avait parlé un petit peu de la rivalité qu'il pouvait y avoir entre les supporters de chaque équipe. Et comme on n'a pas vraiment parlé dans ton additionnel de cette rivalité pour le moment, en tant que fan de foot anglais et du United, tu peux nous en dire un peu plus sur la rivalité? Est-ce qu'elle est vraiment viscérale comme peut l'être pour, par exemple, les deux équipes de Madrid ou comme pour Arsenal et Tottenham, par exemple? Oui, c'est entré de toute façon c'est une rivalité mythique du foot anglais, en plus de deux clubs de la même ville, même si on va dire Old Trafford est situé, on va dire dans la première couronne vraiment du centre-ville de United, est situé plus dans le quartier-ville, on va dire, de Salford. Mais oui, c'est complètement entré dans la culture du foot britannique. Après, il faut savoir que l'ennemi numéro 1 de Manchester City, c'est Manchester United. Mais l'ennemi numéro 1 de Manchester United, c'est Liverpool. Et en deuxième, Manchester City, je vais dire quand même peut-être à égalité avec Leeds, qui est quand même aussi une rivalité assez viscérale également. Mais c'est surtout, en fait, ce qui embête Manchester United, c'est que son voisin, les noisy neighbours, comme le disait assez Sir Alex Ferguson, en fait, de voir finalement cette équipe être achetée et puis réussir finalement à s'imposer comme l'élite du football anglais et à glaner des trophées et à inverser finalement le rapport de force, parce que maintenant, la première force sportive de Manchester, c'est Manchester City. Mais non, c'est complètement ancré dans l'histoire. Il y a plusieurs affrontements qui sont restés célèbres, surtout dans les années 60-70. Et puis ce fameux match qui avait envoyé, c'est ce qu'on dit, mais ça pareil, je le raconterai dans un papier, où en fait Denis Law, légende de Manchester United, s'était engagé avec Manchester City, et le Manchester City, dernier match de la saison 73-74, Denis Law marque à Old Trafford. Et en fait, à la fin de la saison, Manchester United était envoyé en deuxième division, et on avait dit que ce but-là d'une ancienne légende avait envoyé Manchester United en deuxième division, alors que le match aussi dépendait d'autres résultats. Mais ça c'est vraiment resté dans la mémoire. Il y a aussi le fameux but de Michael Owen lors du 4-3 en 2009, à la dernière seconde, à la 96e minute. Il y a le 6-1 qui avait eu une ampleur énorme en 2012. Le but de Robin van Persie à la fin, un an plus tard, mais ça c'était à l'Etihad. Donc non, il y a toujours eu une grosse rivalité, et surtout à la fin de cette saison 2012 avec Agüero qui avait marqué un but à la toute dernière seconde pour faire gagner le titre à Manchester City, qui était en lutte avec Manchester United, et Manchester United qui était en déplacement à Sunderland. En fait, était déjà champion et attendait le coup de sifflet final du match de Manchester City face à QPR. Et sauf que en fait, Agüero avait un final historique avant. Exactement, juste après le but de Dzeko. Donc oui, non, ça reste quand même assez viscéral comme rivalité. Non, c'est quand on va à Manchester, on le sent en tout cas.
Ouais, c'est un assez bon souvenir, enfin peut-être pas pour les supporters United du coup, mais en soi dans ma jeune expérience de supporter de foot, ce moment-là, cette rivalité à distance lors de la dernière journée de Première Ligue entre United et City, je m'en souviens vraiment, c'était incroyable. Tu as United qui est champion jusqu'à ce but d'Agüero. Et vraiment, ça sort de nulle part, quoi. United, enfin City à ce moment-là, lors de ce match face à QPR, est complètement KO, quoi. Tu te dis comment c'est possible. Il y a une domination telle de City que tu te demandes comment c'est possible de ne pas gagner ce match. Et au final, tu t'en sors mais vraiment d'une manière assez incroyable. Ce qui était assez bizarre, c'est que City était premier quasi tout le long de la saison avec United. Ils ont gagné en plus les deux confrontations. Il y a eu le 6-1 de City à Old Trafford, et après il y a eu la victoire de Manchester City face à United à l'Etihad. C'est ça. 2 journées avant, et donc qui permettait à Manchester City de repasser devant. Les deux clubs étaient à égalité de points, mais ils avaient une meilleure différence de but, sachant que Manchester United, à la mi-avril, début avril, possédait 8 points d'avance quand même. Donc là, on s'était dit avec le United de Ferguson, les matchs qui restaient, etc., normalement, ça devrait se faire pour Manchester United, et en fait, pas du tout. Et et puis cette fin de journée où en fait Manchester City, en plus, avait gagné tous ses matchs avant cette rencontre, tous ces matchs sauf un, où ils avaient fait match nul contre Sunderland, mais ils avaient gagné toutes leurs rencontres à domicile en Première Ligue. Donc là, on s'était dit, face à QPR qui luttait pour sa survie, que voilà, qu'il n'y aurait pas eu de suspense. Alors, United, lui, avait ouvert le score à Sunderland et après avait géré tranquillement. City avait ouvert le score par Zabeleta et il y a eu 1-0 à la mi-temps. Donc là, pareil, on s'est dit, la deuxième mi-temps, ça allait être tranquille. Et en fait, en 10 minutes, inversion du score, c'est QPR qui est passé devant, dont un but, l'égalisateur de Djibril Cissé, qui était là-bas à l'époque. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, les supporters et puis les joueurs étaient complètement tétanisés en disant mais qu'est-ce qui se passe? QPR qui devait aussi sauver sa peau. Et en fait, durant les 30 dernières minutes, ça a été une domination territoriale de Manchester City qui butait sur la défense de QPR. Il y a eu le moment avec Joey Barton, un ancien de Manchester City qui avait taclé Sergio Aguero, donc QPR se retrouvait à 10. Et en fait, c'est qu'à la fin, où il y a eu début du temps additionnel, 5 minutes, Dzeko marque. Et quand QPR réengage, en fait, le redonne tout de suite à Manchester City. Et ils ont été aussi avertis que d'un autre côté, Bolton en fait perdait et en fait, du coup, était en D2 à ce moment-là et que QPR était sauvé. Donc finalement, même si QPR perdait, il n'y avait pas d'incidence pour eux. Donc après, je ne sais pas si ça a joué, mais je ne sais pas s'ils ont lâché du lest à partir de ce moment-là. Il restait que 2 minutes. Hein. Mais en tout cas, ça a été une fin absolument. C'était incroyable. J'en revenais pas, moi. Donc, on espère revivre des émotions comme ça dans ce genre de duel, même si là c'était à distance, hein, c'était assez spécial à vivre, hein, je pense pour les supporters des deux côtés et même en tant que fan de foot en général. Mais des émotions comme ça dans des rivalités aussi ancrées que celle de Manchester, c'est assez incroyable et on espère en revivre comme ça sur cette saison, hein, pourquoi pas, et puis sur les prochaines également. Alors on va passer à la dernière partie de ce podcast. Geoffrey, tu connais bien sûr l'émission, hein, je vais rien t'apprendre. On va passer au pari avec BetClick. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez bénéficier avec notre nouveau partenaire BetClick d'un code promo temps additionnel pour vous inscrire sur le site et avoir votre premier pari remboursé jusqu'à 100 €. On vous offre un beau cadeau dans ces périodes de fin d'année et il y aura aussi de nombreux cadeaux à venir avec BetClick. Ça, on vous en dira plus tard. Alors, mon cher Geoffrey, ça va être l'heure de parier. Donc,
Je pense que tu vas nous donner un résultat pro United, mais comme je te connais maintenant un peu, on peut le dire maintenant, je trouve que tu es assez pro et que tu vas nous donner un pronostic objectif. Bah toujours, j'essaye toujours. J'essaye toujours d'être très pro, objectif, et d'ailleurs aussi c'est dans le cadre de mon travail. Bien sûr. Moi, tu vois, je vois plus une victoire de Manchester City, 2-1. Parce que je vois Manchester City est lancé et je pense que ça fait beaucoup de mal à Manchester United, c'est cette élimination. Mais après, évidemment, je peux me tromper, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je sais pas, je vois plus Manchester City l'emporter. J'espère me tromper pour les fans de Manchester United, avec un but de Kevin De Bruyne et un but de Raheem Sterling. Alors, on est sur une cote quand même à 7 pour la victoire 2-1 de City. Et les buts de Sterling et tu as dit De Bruyne, hein, c'est ça ? Ouais. Ouais, donc Sterling est à 2,55 et Kevin De Bruyne à 2,87. Donc, c'est des cotes assez sympathiques. Sinon, la cote de City en sec, c'est 1,64. Donc, oui, bon, ça, c'est une cote assez safe au final. Donc, pourquoi pas la jouer avec un gros montant, avec vos 100 € offerts par Betclic, hein, j'en profite encore pour le placer. Hein. Si vous pouvez en profiter, tant mieux pour vous. Sinon, oui, si on peut essayer de trouver une grosse cote, c'est Manchester United marquera un penalty, coté à 4,25, puisqu'on sait que Manchester United est bénéficiaire d'une carte penalty cette année. Bon, Ouais. c'est pour la vanne, hein, mais bon, on sait qu'il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a eu beaucoup quand même. Attention à Manchester City aussi, puisque le week-end dernier, Raheem Sterling est devenu le joueur de l'ère Premier League à avoir le plus subi de fautes qui amènent à un penalty. Donc c'est une bonne stat. C'est logique, hein, avec son côté déstabilisant. Donc, à voir aussi. Il peut très bien avoir un penalty. Je ne serais absolument pas surpris. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on en a maintenant à tous les matchs. Donc, voilà. Avec la VAR, c'est vrai que c'est plus facile. J'ai l'impression d'avoir un penalty depuis qu'il y a la VAR. Après, c'est un avis perso, ça n'engage que moi, vous êtes libre de réagir là-dessus. Alors, si on veut parier aussi sur City va marquer un penalty avec la stat que vient de nous donner Geoffrey, la cote est à 6. Et si vous voulez vraiment vous dire, les deux vont avoir un penalty et vont marquer, cote à 19. Voilà. C'est la cote cadeau. La cote où vous pouvez mettre 1 ou 2 €, on sait jamais, ça peut passer. Et dans le doute, dans le meilleur des cas, si ça passe, tant mieux pour vous. Hein. Voilà. Et écoute, merci à toi Geoffrey d'être passé encore une fois chez nous. Toujours un plaisir de t'accueillir. On peut te retrouver sur God Save the Foot, sur Eurosport également. Oui. Sur la partie écrite et également récemment, si j'ai bien compris, sur une partie vidéo, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je fais un peu les deux. Je réagis en vidéo, pareil sur des questions au niveau de la Première Ligue et pareil aussi au niveau des papiers, pour présenter certaines rencontres, etc. Donc, on peut me suivre là-dessus. Pareil sur God Save the Foot aussi, contributeur aussi occasionnel à SoFoot. Donc voilà. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à suivre les papiers de Geoffrey, le suivre sur Twitter pour ne rien manquer de son actu et de ses passages dans ton additionnel également. Donc, merci à vous de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus et c'est un réel plaisir de vous proposer ce contenu toutes les semaines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous réserver de très belles surprises. De bonnes surprises, du moins pour cette fin d'année. On va vous récompenser. Parce que la fidélité est toujours récompensée, que ce soit en amour et également en termes de fidélité à une émission, hein, bien sûr. Donc, restez bien auprès de nous pour cette fin d'année, puisqu'on vous réserve du très très bon. Et en tout cas, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle affiche européenne. Oui, on va lever les pieds. La Ligue des Champions, c'est fini. On va vous sortir maintenant que le podcast sur la fin de semaine. J'ai besoin de vacances. C'était Quentin de Traditionnel. Salut à tous.